qui est fait en collaboration avec les peuples autochtones là-bas. Ben, merci, Hugo, pour cette présentation. Ça fait très plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour nous parler un peu de nos travaux qu'on fait dans le Grand Nord. Puis, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est faire un petit peu un pot-pourri des travaux qu'on fait. On travaille sur plusieurs projets en même temps. Puis, je veux plutôt donner un genre de grande vision de ce qu'on fait plutôt que d'aller dans les détails. Je ne pense pas que vous aimez voir des colonnes HPLC puis voir comment tu parles des produits. Je sais que vous savez c'est quoi, mais je pense que je veux plutôt rester dans le fondamental un peu dans pourquoi on fait ça, pourquoi ça nous intéresse, puis qu'est-ce que ça va donner, puis qu'est-ce qu'on espère que ça va donner. C'est un peu ça que je préfère. Fait que, la chimie des produits naturels en contexte nordique, c'est intéressant. Des fois que je vais dans le Nord, puis que je regarde ici dans le Nord, je me sens un peu comme Jack Sparrow, qui a trouvé des trésors moléculaires, tu sais, là. Parce que, vous allez voir, il y a vraiment des trésors à découvrir, puis c'est un secret bien gardé. Alors, des fois qu'on pense au Grand Nord, il y en a qui vont dire, hey, là, il y a des mines, là. Ça, c'est des terres rares, du nickel, du zinc, c'est le fun. Il y a du pétrole. J'ai même personne qui dit qu'il y a des trésors moléculaires, des choses qu'on oublie. On parle du pergélisol. Il n'y a personne qui pense à trouver des trésors moléculaires. C'est un peu l'objectif que je veux montrer aujourd'hui en tant que chimiste. Nous, on est convaincus qu'il y a des trésors qui dorment en grand nombre. Et ces trésors-là sont en danger. Et c'est ça le grand message. Puis d'habitude, je prends tellement longtemps que je vais faire mes remerciements. J'arrive toujours à la fin. Là, je commence avec mes remerciements parce que vous savez, le professeur ici, il ne fait jamais rien. Des fois, il écrit des demandes de subvention, il passe à Infoman. Il fait ça de choses, mais j'ai la chance de travailler avec des étudiants, des professionnels, des étudiantes extraordinaires. Puis je veux juste les remercier, particulièrement Jean-Christophe Séguin, qui est mon professeur de recherche. Ça, c'est avant qu'il me pitche à l'eau. C'est ça, c'est comme on prend en photo, après ça. Vous allez voir qu'il y a des projets avec Christopher Bélubé, Claudia Carpentier, qu'on va voir tantôt, avec Mégane, Sarah, puis François, bien sûr, puis pour finir avec Alex. Aujourd'hui, je vais parler surtout des projets de ces personnes-là. Puis aujourd'hui, les plus récents, c'est ces personnes-là. Chelsea, qui est à Strasbourg en ce moment. David, qui travaille sur les champignons. Ça, David, c'est un crack des champignons. Puis à chaque fois qu'on dit ça, tout le monde demande, ça se fume dessus. Ça se fume dessus. C'est celui-là, on l'a trouvé dans le Grand Nord, ça doit avoir un buzz. Non, pas vrai, c'est ça. Zakiel, qui est aussi. Tommy, qui travaille sur la synthèse de nos métabolites. Parce qu'on fait aussi plein de choses. Puis Jean-Christophe. Puis je remercie tous les organismes et toutes les communautés avec qui on sont partenaires, particulièrement Wapmachtu First Nation, le village nordique de Kuujjuaq, parce que vous allez voir, il y a deux communautés espèces-là. Le CRSNG, Fertilité, l'Institut nordique du Québec, MIDAC, Sentinelle-Nord et Protéo qui soutiennent les étudiants. Puis c'est grâce à eux autres qu'on peut faire de la recherche. On les remercie. Ils n'en donnent pas assez, on devrait en avoir plus, mais on les remercie quand même. Et il y a des questions que je vais vous poser aujourd'hui. Comment vous pensez que le pourcentage de notre pharmacie, quand on ouvre la porte de notre pharmacie, plutôt dans une pharmacie, combien de ces médicaments-là sont dérivés de produits naturels? Pour la question, est-ce que c'est 10 20 40 ou 50 En fait, ça dépend de votre définition de produit naturel. Si un vaccin, c'est un produit naturel, c'est 50. Sinon, on va dire 40. 40% de tous nos médicaments sont soit des produits naturels, soit issus d'un produit naturel. Il y a jamais une personne qui est rentrée dans une pharmacie et a dit waouh, c'est plein de beaux produits naturels. Bon, OK, d'habitude, c'est plus le monde cosmétique, là, mais c'est ça, mais c'est vraiment important. Puis, à toutes les fois là, qu'on voit ça, on pense toujours qu'il y a des exemples absolument fantastiques. Je vais vous en montrer quelques-uns. Taxol, qui est une taxol de folie, mais il y a aussi, là, il y en a des du Canada aussi. Hugo, je ne suis pas un spécialiste des plantes, par rapport à Hugo, mais 1000 fois meilleur que moi. Mais la digoxine, la digitoxine, ça vient des digitales, comme ça. En passant, ça te permet d'avoir un petit buzz de rythme cardiaque. Je vais juste en manger un petit peu, vous allez voir. Faites une salade avec ça, vous allez voir qu'il y aura des problèmes. Puis finalement, un qui est super célèbre, pénicilline.
Après, fois qu'on prend l'antibiotique, j'ai une personne qui a dit ah, c'est cool, ça vient. C'est un petit microscopique champignon qui fait ça. On a tendance à oublier ça, puis ça, c'est vraiment important. Puis à toutes les fois qu'on pense à produits naturels, c'est à ça qu'on pense. La forêt amazonienne, là. Puis là, Sean Connery, qui est en train de ramasser une plante qui va devenir quelque chose, mais là, ils vont oublier la forêt. Je ne sais pas si c'est une médecine man. Allez le voir, c'est vraiment bon. Je ne sais pas comment il fait marcher son GC là, dans la brousse, mais il réussit à faire marcher ça. Mais à toutes les fois, c'est ça qu'on parle, puis c'est vrai d'une certaine façon. C'est vrai d'une certaine façon parce que la biodiversité dans la forêt amazonienne est vraiment extraordinaire. Okay, c'est là qu'on trouve la plus grande proportion de toutes sortes d'organismes. De dans le y aller, c'est ça. Mais pour un chimiste, à toute fois qu'on regarde ça, moi, en arrière de ça, je vois des molécules. Okay? Puis si je vous ça, OK, là, il y en a qu'on reconnaît, le THC, là, OK, ils sont là-dessus. Il y a des molécules, c'est vrai. J'ai pas dit que tu. Vous avez compris ce que je faisais. J'ai aucune insinuation. Mais le THC, bon, c'est une mais en fait, c'est super cool comment la plante fait ça. Parce qu'en fait, la plante, il y a un acide carboxylique ici. On a travaillé sur la synthèse de métabolique, puis on s'est aperçu que l'acide carboxylique qui est là, quand il est dans cette structure-là, chauffe avec ça, puis ça s'en va, ça devient peut-être un THC ou un buzz. Mais s'il y a un acide carboxylique, il n'y a pas de buzz. C'est pour ça que la plante, c'est pas du beau. Ça, c'est vraiment une toxine qui peut vous neuroparalyser. C'est vraiment, vraiment bon. Ça sent la rose, c'est la bêta-ionone. Ça, vous savez. Hey, donc, vous êtes déjà posé la question. Moi, je me pose beaucoup de questions. Vous passez sur l'autoroute, n'importe quelle route, le 117, à 100 km/h, les fenêtres fermées. Vous passez à côté d'une moufette qui est morte. Depuis 3 jours, ça sent dans mon auto. Pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. C'est vraiment incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un bon moyen de repousser. Puis, finalement, un que je trouve extraordinaire, c'est la tétrodotoxine. Celle-là, on la connaît peut-être un peu moins. Ça, c'est vraiment bon, ce petit poisson-là, le poisson de poche, ils font ça depuis 15 secondes. Puis quand un prédateur arrive trop proche, il fait bon, puis il éjecte la tétrodotoxine, et instantanément, ça paralyse le prédateur. C'est fort quand même. Hein? C'est très utile en électrophysiologie. On s'en sert pour bloquer les canaux ioniques, pour être capable de voir. Ça, c'est vraiment. Quand on parle de biodiversité, on parle de chimiodiversité. J'avais oublié que dans les plantes, ils nous fournissent des substances extraordinaires. Dans les micro-organismes, ils nous fournissent des substances extraordinaires. Puis pourquoi la forêt amazonienne, on dit que c'est la pharmacie de la planète? C'est qu'il y a beaucoup de diversité, oui, c'est incroyable, mais c'est surtout des stress. Okay? Si tu as plusieurs micro-organismes, tu as plusieurs plantes qui font des huiles essentielles, il pleut tout le temps, c'est très humide, ça leach tous ces composés chimiques-là qui tombent sur les petites plantes en bas qui doivent se protéger de tout ça. Vivre des stress, que ce soit des micro-organismes, pas du chimique après tout, puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont réagir, ils vont faire des mécanismes de défense. Et comme vous devez le savoir, c'est cool, tu veux le savoir, quand tu es une plante puis un prédateur, tu ne peux pas aller te cacher. Tu es pris là, tu dois développer des mécanismes de défense. Puis ça s'appelle des métabolites secondaires. Mais en fait, ce n'est pas une bonne appellation. On devrait dire des métabolites spécialisés. Ce sont des métabolites qui permettent aux plantes, aux organismes de se protéger. Quand la plante a fait la capsaïcine, elle ne le fait pas parce qu'on a envie d'une bonne sauce piquante. Elle le fait parce que la capsaïcine, ça la protège contre les gros champignons, etc. Tout ça, c'est ça le mécanisme qui fait la diversité moléculaire dans les plantes et dans notre environnement. C'est ça qui fait que ces métabolites secondaires-là sont souvent les médicaments, les sources d'inspiration de médicaments. Fait que là, je vous amène ailleurs, parce que là, personne pense qu'il y a quelque chose. Ça s'appelle le Nunavik. Puis là, tu regardes ça, tu te dis, c'est sûr que
C'est sûr qu'il y a rien, là. Tu regardes ça, là. C'est un truc que j'ai fait, c'est la vue du son. Okay? Ça, c'est sur le photo en haut, à l'arrière de la station. Je me rappelle que quand tu vas là, tu regardes ça, tu te dis, hey, la vie, c'est bleu. Okay? C'est bleu. Mais il y a personne qui a regardé et qui dit, waouh, il y a plein de plantes, d'organismes extraordinaires. Ça, c'est une couple de photos, celui-là, c'est Pétula glandulosa. Puis ici, il y a quelques lichens dedans, c'est vraiment une belle photo, j'adore ça. Quand tu t'arrêtes, et que tu regardes par terre, parce qu'on ne fait jamais ça, c'est ça qu'on fait quand on est des étudiants, on s'assoit et on regarde par terre. Puis on trouve plein de choses fantastiques. Ça fait partie d'une grande chaîne écologique, l'alimentation, le mode de vie qui dure depuis des milliers d'années. Puis là, il y en a d'autres comme ça que je trouve vraiment beau. Puis là, j'ai fait exprès pour une cloche de ça. Ça, c'est l'année passée, à Couguerapé, il y avait tellement de haies que les filles ont dit il y a tellement de haies que même les ours sont écœurés. Ça, c'est une bonne idée. Il y avait des bleuets, tout le monde était écœuré des bleuets, mais les bleuets, je ne sais pas si vous avez noté, ici, les bleuets sont là. Hein? Là-bas, là, ils sont là. OK? Quand tu as fait 4-5 cm, T8, c'est beau là, de là parce qu'on est sur le coteau en haut, puis il vente un peu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a moins de maringouins. C'était pas mal moins. Mais je voulais vous montrer ça parce qu'on a oublié que les écosystèmes nordiques, c'est extrêmement riche en diversité, mais surtout, ça a été très, très peu utilisé. La forêt boréale, la toundra jusqu'au cercle arctique, pas grand-chose qui a été fait. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi oublié que les plantes là-bas, ben, ils subissent des stress, oui, les insectes, les micro-organismes, mais aussi, ça vous tente d'aller vous installer au soleil pendant 23 heures de rayons UV? Non. OK? Fait que ça, qu'est-ce que les plantes et les lichens font? Ben, ils ont trouvé des mécanismes de défense pour se protéger des rayons UV. Moi, je suis convaincu, là, vous l'avez entendu la première fois ici, je suis convaincu que dans un avenir rapproché, L'Oréal va sortir le meilleur crème de protection solaire naturelle inspirée de la nature. Pourquoi c'est souligné de défense? Je ne sais pas. En tout cas, bref, ça doit être dans le transfert de la clé USB. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Les plantes, Grand Nord, des insectes, des micro-organismes, des lichens, ils vont avoir des mécanismes de défense qui vont être uniques au Grand Nord, uniques aux écosystèmes arctiques, subarctiques, puis ils vont développer les villes de défense métaboliques. L'hypothèse, elle est simple. Vu que ces organismes-là sont soumis à des stress uniques, ben, ils vont produire des substances naturelles uniques au monde, avec des propriétés inédites. C'est notre hypothèse de base. C'est avec ça qu'on est parti travailler. Pourquoi? Parce que ce qui m'a vraiment. Oui, j'ai un ami qui s'appelle Stéphane Nico, que je connais bien. Il a passé une couple de livres de Serge Payette. Puis là, on s'aperçoit que. Voilà, il y a moins de 5% des organismes du Grand Nord qui ont fait l'objet d'une minuscule étude. Puis on parle de. C'est pas le bleuet, là, qu'on a dit c'est 5% des plantes qui ont été un petit peu étudiées. Les Premières Nations les connaissent bien, mais au niveau phytochimique, au niveau de la composition chimique du métabolique, personne n'étudiait ça. Quand tu es un chimiste, tu trouves un endroit où personne qui est allé, c'est vraiment comme un terrain de jeu, comme Jack Sparrow qui débarque sur une île quelconque. Puis là, nous autres, on s'est dit, encore plus que ça va dépendre du moment de l'année. Parce que les stress, ça va dépendamment de l'hiver, que ce soit la neige qui est arrivée, ou si tu as beaucoup de. L'année passée, il y avait des. Attends, j'essaie de trouver le nom, là. Des lagopèdes, je sais le nom en anglais, là. Ptarmigan, c'est ça. Ptarmigan, là, t'as ça, il y en avait plein partout, même les enfants s'amusaient à lui donner des coups de pied. Puis, ça va varier de place à l'autre. La température, là, la pluie, tout ça va influencer. Puis récemment, on a d'autres choses qui influencent, c'est les humains. Les humains, il y a plusieurs façons. Premièrement, le réchauffement, mais aussi, là-bas, on brûle beaucoup de déchets. Il y a énormément de fumée et de produits chimiques qui vont se déposer.
puis qui vont avoir un impact. Fait que là, on s'est dit, c'est le temps d'y aller, il faut faire ça absolument, parce que le Nord, c'est l'endroit sur la planète qui se réchauffe le plus vite. Là, ça, un article c'est assez vieux, 2012, ça vient de Stéphane Boudreau, tout ça, je le mets. Non, mais c'est vraiment d'actualité quand même. Ça, c'est en hiver, c'est le Canada, pour ceux que vous n'avez pas tout pogné la géographie, là. Ça, c'est le Canada. Ça, c'est en été. En été, l'endroit qui se réchauffe le plus vite, plus c'est rouge, plus ça se réchauffe, c'est le Nunavik. Puis l'hiver, Nunavik, c'est pas pire, mais regardez, l'hiver, le Nunavut. Le Nunavut se réchauffe, puis c'est dommage, je sais, Donald Trump il a dit que c'était pas vrai, là, mais il y a la NASA qui montre le passage du Nord, les glaces sont dans le même fond. Puis si vous êtes à tout vous le savez, parce qu'ils ont perdu 1 kilomètre de terrain, puis là, le 1 kilomètre fait que les maisons tombent dans l'eau. Ça, là, ces équilibres-là, les écosystèmes sont extrêmement fragiles, puis sont extrêmement perturbés par le réchauffement climatique. Puis le danger de ça, c'est quoi? C'est qu'en ce moment, il y a une progression des espèces arbustives vers le nord. C'est surtout vrai pour les systèmes subarctiques, comme par exemple la couture à pique, comme Manchou, où là, il y a un petit arbuste qui s'appelle Petula glandulosa, l'eau, il y en a deux, est en train de progresser. Plus c'est vert, plus ça augmente comme ça. Les gens du Sud vont dire, c'est cool, ils vont avoir de l'ombre. Non, c'est pas ça que ça se passe. Non, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, c'est le fun parce qu'avec le réchauffement climatique, on va pouvoir faire du sirop d'érable en Abitibi. OK. So what? On va en faire déjà, ça ne change rien. Mais ça, là, qu'est-ce que ça fait? C'est que les espèces arbustives vont compétitionner pour la lumière, puis empêchent toutes les petites plantes qui sont au sol de pousser. Puis on sait que les lichens, que les canaux mangent comme ça, c'est extrêmement sensible, ça croît des fois, là. C'est au Colombe Pascaline, je vais vous en parler tantôt, il pousse 1 mm par année. Tu sais, ça ne pousse pas bien. La lune, c'est la reste un petit peu plus vite, mais quand tu n'as pas de soleil, ça ne pousse pas. Et qu'est-ce que c'est là comme conséquence? Ça va changer le parcours migratoire des caribous, s'il reste des caribous. Mais on va juste dire qu'il va en rester. Les voisins d'accord, là, il va en rester, mais ça change le parcours migratoire. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à la coupe olympique, les caribous, il en vient moins. Fait qu'ils sont obligés de prendre le skidoo, monter encore plus loin à Mouiwak. Puis là, bientôt, ils vont monter encore plus loin pour pouvoir avoir leur viande qui ont besoin de se nourrir. Puis les petites plantes, c'est des blueberries, puis c'est les cloudberries. C'est des cranberries, Les ouais. cloudberries. Puis les bleuets. Puis toute la camarine aussi, là, il y en a vraiment beaucoup, mais quand tu de l'ombre qui est faite par ces petites arbustes-là, ben, ça ne fait plus de petits fruits. C'est là qu'ils prennent tout le polyphénol, les vitamines, puis ça change le mode de vie des communautés. Ça a un impact dramatique sur les communautés. Puis là, on s'est dit, il faut peut-être qu'on aille là-dedans. Fait qu'on va développer un programme de recherche qui vise justement à aller vérifier les trésors moléculaires qui se cachent dans les organismes qui ont été très peu étudiés, ou même jamais étudiés. On travaille avec des micro-organismes avec Jacques Corbeil, d'essayer de cultiver des micro-organismes qui n'ont jamais. Je ne parle pas de ça aujourd'hui, juste pour dire que sur 600 micro-organismes, on a fait du frappage, on a fait tout ça avec les coachs, sur 600, il y en avait 160 qui étaient inconnus. 160 une fois, on a fait 160 micro-organismes qui font probablement des molécules. Avec Stéphane Boudreau, mon collègue biologiste, on étudie les plantes lichens. Puis avec Xavier Fernandez, qui est à l'Université de la Côte d'Azur, on travaille beaucoup sur les huiles essentielles de grand nombre. L'objectif étant de développer l'économie locale pour pouvoir aider à trouver des façons de générer des économies. Pourquoi on fait ça? C'est quoi comment dire? Oui, c'est le fun, là. Je l'ai montré, c'est cool, là. On a trouvé des organismes qui n'ont jamais été étudiés. Puis, il faut que je vous le dise, là, j'haïs les araignées, puis j'haïs les scorpions. Fait que, la forêt amazonienne, c'est pas pour moi. Okay, c'est pas pour moi. Moi, j'aime ça quand il n'y a pas de serpent qui peut me piquer, puis que je peux mourir en Amazonie, là, ça ne tente pas. On veut démontrer que la nordicité, c'est notre hypothèse, la nordicité, ça force les organismes là-bas à faire des molécules inédites qui possèdent des propriétés inédites.
on peut développer notre connaissance de la chimiodiversité qui est en grand danger, comme je vous l'ai montré. Mais on veut aussi démontrer l'importance de préserver cette biodiversité-là nordique, parce qu'on n'entend jamais parler de ça. On entend toujours parler de la forêt amazonienne. Ils brûlent la forêt amazonienne. Ouais, nous aussi, ça brûle. Elle a brûlé en haut juste l'année passée. Là, non, mais on oublie ça. On dirait que parce que c'est chez nous, c'est pas important. Puis le grand objectif, c'est vraiment de donner des nouveaux outils aux communautés, décideurs, de mieux développer de façon stratégique le Nord en pensant pas juste qu'il y a des minéraux, je vais faire une piste d'atterrissage plus là. Ben, peut-être qu'il y a des moyens, peut-être qu'on devrait regarder ce qu'il y a là avant que tu fasses un trou, avant que tu fasses, pour être capable d'avoir les meilleures façons de développer une numérique. Je vais vous donner quelques exemples aujourd'hui de nos travaux. Puis je vais commencer avec. À toutes les fois, j'aime ça. Il y a du quoi plus boring que stérocolombe à chicaner. Tu regardes ça, c'est gris. C'est pas beau. C'est gris. Des petites boules de même. Ça, c'est un échantillon dans le labo qu'on a étudié. Je veux vous parler de ce week-end-là, qui est vraiment fantastique, dans le sens que j'ai mon biologiste favori qui me dit c'est beau comme Pascal, il y a vraiment chose de faire de l'économie là-dessus. Fait qu'on s'en va dans les bases de données. Puis il y a 3 articles. Il y a 3 articles. Un en finlandais, puis 2 en russe. OK, parce que, évidemment, vous avez compris, c'est circumpolaire. Fait qu'il y a ça en russe. Puis ils ont juste décrit qu'ils avaient trouvé un lichen en Sibérie. Ça, c'est vraiment utile pour la science. mais quand même, ça. Là, c'est sûr que c'est le fun, mais tu sais, ça ne donne pas grand-chose. Il n'avait jamais été étudié. Non, mais tu sais, c'est le nirvana pour des chimistes. J'ai réussi à convaincre une de mes étudiantes qui est vraiment super brillante, qui avait du potentiel à travailler là-dessus. Elle a regardé ça, elle a dit t'es sûr? J'ai dit tu vas voir, Claudia, ça va être extraordinaire. Juste donner une idée, Claudia, elle s'est mise à travailler là-dessus. Puis on a fait l'investigation classique. Tu sais, je ne vous rends pas les détails. On a pris Sérocoque Pachcalé, on l'a nettoyé, parce qu'il y avait beaucoup de maringouins au travers. On a réussi ça, on a cligné au broyer, on a fait des extraits exacts du chlorure de méthanol. On a fait des extraits, on a fait les 3. Puis après ça, on voulait faire tout ça, on avait des grandes ambitions là. On a commencé par purifier ça. Fait qu'on a fait beaucoup de fractionnement pour enrichir parce que c'était tellement dilué. Je vous rappelle qu'il n'y avait jamais rien qui avait été fait là-dessus. Fait qu'on a commencé à faire du HPLC pour les chanceux parce qu'on a un détecteur ELSD, on a un PDA, on est capable de faire du LCMS avec ça, puis on a fait la semi-prep, on est allé chercher pas mal de produits là-dedans, puis on a commencé à faire quelques tests biologiques. J'en parle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, on a étudié jusqu'à maintenant un extrait. On a pris le lichen le plus boring que tu peux trouver, il est gris, il ne fait rien, personne ne sait quoi faire. On a fait un extrait méthanol, puis on a étudié, on a trouvé 13 produits naturels. 13 produits naturels qui n'avaient jamais été rapportés dans Sérocoque Pachcalé. Mais mieux que ça, mieux que on a trouvé ceux-là là-dedans, il y en a là-dedans qui sont vraiment intéressants. C'est tantôt que je vous parlais de ça ici, acide carboxylique, de la décarboxyle, ça c'est l'acide gluconique, ça on le retrouve dans toutes sortes de choses, mais on a trouvé 3 substances naturelles inédites, jamais rapportées sur la planète. On a pris un lichen, on a fait un extrait, on est capable de trouver 3 molécules, pardon, jamais été 2 ou 3, 2, jamais rapporté. Wow! Pourquoi? Parce que ce lichen-là est soumis à des stress sur des poumons. Les autres organismes n'ont pas besoin de faire ces molécules-là. Fait qu'on prend une fièvre de ça. Puis là, on a démontré qu'il y avait certaines propriétés anti-inflammatoires à certains de ces lichens-là. Vous allez me demander à quoi ça peut servir. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. C'est ça qui est le fun. C'est tout les niveaux. J'en ai aucune idée, puis je m'en fous, parce que je ne vais pas faire d'argent avec ça. Par contre, on est pas mal convaincu que ça vient, ça bloque les rayons UV. On travaille à voir comment est-ce qu'on peut essayer d'utiliser ça pour protéger le soleil. Le hic, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis là, on est en train de faire la synthèse totale de ça dans notre labo. Tommy m'a dit, on va en avoir 1 gramme à Noël. Je l'ai déjà dit.
On n'est pas rendu là, je vous le dis. Okay? C'est pas si simple que ça. La nature, elle a évolué dans des centaines d'années pour faire ça. Mais on est vraiment content parce que, avec ça, on a fait la première page de Journal Natural Product, qui a levé dans ça la plus importante. Puis, ils en font 2 covers par année. On a fait 6 mois, on était vraiment fiers. Il y a 2 poissons naturels, il y en a 350 000 de connus sur la planète. J'aimerais ça que le message ici, c'est il y a 350 000 de connus sur la planète. Il y a des millions de produits chimiques connus, là. Mais les poissons naturels de 50, là, il y en a 350 000 dans le Compendium of Natural Products. Puis là, nous autres, on en a 2 naturels qui n'avaient jamais été identifiés dans cette cas-là. Moi, je trouve ça fantastique. C'est un peu une preuve de notre hypothèse. Là, il y en a qui m'ont dit, ben oui, normalement, il faudrait que tu le fasses avec d'autres organismes. Je le sais. Il n'y a personne qui peut aller à l'envers et dire, écoute, ce qu'on a démontré en ce moment, c'est que les plantes, les organismes du grand nord, soumis à des stress inédits, ben, ils fabriquent des molécules d'éthyl. Est-ce que ça va devenir la meilleure preuve solaire sur la planète? Je m'en fous, mais c'est au moins, peut-être que le prochain médicament pour l'Alzheimer, qui va être efficace, il vient peut-être d'une plante du grand nord, fait qu'il faut protéger ça. C'est Claudia qui est avec son célèbre show. J'avais vraiment content finalement. Finalement, c'est une bonne idée, Normand. Ça, c'est toujours comment ça se passe peut-être. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content. Savez-vous comment on mesure le succès de nos étudiants gradués? Nos étudiants diplômés? C'est quand ils gagnent 2 fois ton salaire. Ça, c'est vraiment un bon. Mais il n'y a pas juste ça, mais quand même, notre Claudia est vraiment championne. Elle travaille maintenant chez Kini, elle fait sous le fond de microbiologie pour différentes choses. Trouver des molécules. Fait que, j'espère que vous connaissez votre géographie. Ben, OK, c'est correct, vous êtes là. Et là, je veux vous amener ailleurs. OK, depuis tantôt, on est vraiment dans le nord, en fait. Je vous amène ici. Ben, là, c'est pas. Je vous amène là. C'est où ça? C'est en Afrique. Là, je vais vous parler de la maladie. Parce qu'on n'en parle jamais, parce qu'on n'entend jamais parler. Puis c'est vraiment super important. La malaria, c'est la maladie la plus terrible sur la planète. Mais ça touche des pays qui sont loin, puis des pays qui n'ont pas nécessairement leur papier, on dirait que personne n'est intéressé. La malaria, c'est quoi? Ça vient de ce petit parasite-là qui s'appelle le Plasmodium falciparum. Il y a Plasmodium vivax aussi, mais 50% de tous les cas de malaria et plus, c'est Plasmodium falciparum. Ce parasite, qui a la mauvaise idée de rentrer dans les maringouins, puis les maringouins, quand tu piques, tu injectes un cocktail d'anticoagulants qui contient Plasmodium falciparum. Ce qui est infecté, toi, tu deviens infecté avec ça, puis c'est pas une bonne affaire parce que ça adore manger des oiseaux rouges. Okay? C'est vraiment, vraiment pas bon. C'est vraiment, vraiment terrible comme maladie. Puis la question que j'aimerais vous poser, la malaria, ça a tué combien de personnes en 2023? 500 000, 2 millions, 20 millions, 200 millions. La malaria, ça a tué combien de personnes? C'est quelque chose qu'on a entendu parler, là, hein? On a entendu parler. On a entendu parler de la COVID. Ça, on a entendu parler, mais combien? 20 millions? 2 millions? Mais là, vous l'avez pas. C'est rien que 500 000. Non, mais c'est juste 500 000. Avant, c'était beaucoup plus que ça. Ouais. Mais il y a une bonne nouvelle. Ça vient de l'Organisation mondiale de la santé. Si vous regardez dans tous les continents, depuis les années 2000, ça diminue le nombre de morts reliés à la malaria. Puis l'année passée, il y a eu juste 500 000. Donc, tout le monde se réjouit. Tout le monde est content. Puis, vous avez noté que ça finit en 2015? Ouais. Parce que là, ici, ça commence à remonter. Oh. OK. Eh bien, je viens de comprendre. Non, mais pourquoi qu'on a juste 500 000? Pourquoi ça a diminué comme ça? C'est à cause d'une plante qui s'appelle Artemisia alba. L'armoise annuelle. Il y en a qui la connaissent, ils l'ont fait comme ça. Cette plante-là, ben oui, c'est une plante. Ça a l'air un peu banal comme ça, mais je vous présente YouTube. Personne ne la connaît. Est-ce que vous la connaissez? Avez-vous déjà entendu parler de Yu? Elle a juste eu le prix Nobel. Après tout, le prix Nobel de médecine, c'est une femme, chimiste des produits naturels chinoise. Et puis elle savait que la médecine traditionnelle chinoise
il utilisait l'artémisinine, l'armoise annuelle, excusez-moi, l'armoise annuelle pour traiter les personnes qui avaient la maladie. Elle fait des études là-dessus, elle a découvert cette molécule-là vraiment weird. OK? Structurellement, il n'y a personne, il n'y a aucune compagnie pharmaceutique que ça. Ça s'appelle l'artémisinine, c'est un endopéroxyde, comme ça. Puis ça, c'est ça qui est devenu le médicament le plus efficace pour traiter la maladie. L'artémisinine. C'est grâce à ça, grâce à Lulu Flou, une femme qui a eu le prix Nobel, personne n'en parle, mais on devrait en parler plus souvent. Puis, c'est grâce à ça si on a juste 500 000 morts de la malaria pareille. Là, je vous amène sur une carte d'un organisme qui s'occupe de surveiller la résistance des parasites de la malaria. Et si vous regardez, de plus en plus, les soins, c'est résistant à la chloroquine, les sulfadoxines, toutes les autres. Ici, c'est quoi? La résistance à la pénicilline. L'Organisation mondiale de la santé évalue que dans 25 ans, 2050 à peu près, là, tous les souches de Plasmodium falciparum allaient être résistants à l'artémisinine. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On fait quoi? On cherche d'autres molécules, c'est ça qu'on fait. Puis malheureusement, il n'y a pas d'argent pour ça. C'est des gens, des scientifiques, des gens dans les universités, des universitaires qui vont chercher ça. Là, on a fait un long détour, puis je vous ramène en haut, au Nunavut. C'est bon? Je vous ramène au Nunavut, dans une petite île, ici, à Frobisher Bay, mais je devrais plutôt dire à Iqaluit. Alors, je ramène ici l'île de Baffin, et Iqaluit, c'est juste là, ça là. Iqaluit, c'est dans la fond du pays, comme ça. Puis, vous avez une idée des températures africaines, bien là, je vous ramène. Ça, c'est Iqaluit. Ça n'a absolument rien à voir avec les températures tropicales comme ça. C'est l'hiver, vous allez me dire, là, mais même l'été, je n'ai pas la place pour aller se baigner. Allez plutôt à Costa del Sol ou ailleurs, mais c'est pas la place. Pourquoi je vous amène là? C'est que on est dans une rencontre de groupe. On est tombé sur ça, Montiarella. C'est beau, hein, ça? C'est Russell Kirk qui me l'a fourni de l'île du Prince-Édouard, de l'Université de l'île du Prince-Édouard, c'est long à dire ça. UPEI, qui l'a isolé. Il a isolé les sédiments de la baie Frobisher, qui est toujours à 1 degré. Okay? Il va là-bas avec son guide, il ramasse des sédiments, puis il essaie de cultiver des micro-organismes. Il a trouvé ce micro-champignon-là. Ce qui est intéressant, c'est que Russell Kerr, avec son groupe, ils ont cultivé ça, puis on a trouvé que ce micro-champignon-là, des sédiments de la baie de Frobisher, il fait des produits naturels qui s'appellent une mortiamide A et D. Puis là, nous autres, Christopher arrive avec ça, puis nous présente ça dans le meeting, puis c'est écrit textuellement. Les quatre composés n'ont montré aucune activité antimicrobienne ou cytotoxique. Bref, ils étaient tous découragés, ça ne donnait rien, ça comme si. Sauf que nous autres, en fait, on a allumé les phares, parce qu'on a vu qu'on travaillait là-dessus. Les mortiamides ont des structures qui sont très similaires à certaines plantes qu'on trouve sur l'île de Jakarta, qui ont une activité anti-malaria ou anti-paludisme. On s'est dit, hey, ça se pourrait-tu le micro-organisme qui pousse à 1 degré dans les sédiments de la baie Frobisher, puis ça va être une activité. Fait que là, on s'est dit, ouais, mais là, on l'a pas. Russell Kerr, on le contacte, il dit, j'en ai pas. On avait 1 microgramme dans ça là. Fait que, j'ai dit à Christopher, on va les faire. Hein, les chimistes, ça va faire. Ben, écoute, on les a fait. Christopher avec Alexandre puis Catherine, on a fait la synthèse, on est capable d'avoir 500 mg de chacun des mortiamides. Mortiamide A, B, C, D. Les scientifiques, on est vraiment obligés. C'est bon. Maman, il y en a 4, s'il y en avait eu 5, on aurait appelé mortiamide. C'est bon. D'accord, on a fait des mortiamides. Puis, moi, j'ai eu des bébites, je l'ai dit dans le cahier bébites.
Mais j'ai un ami qui adore les bébites, OK? Dave Richard, qui est au CHUL, qui lui, il a toutes les souches résistantes de tous les pathogènes que vous ne voulez pas avoir. Il les a, lui. Tuberculose, ça. Et j'ai dit, hey Dave, tu me testerais ça pour de la malaria? Fait que, on l'a fait, puis devinez quoi? Ça, c'est la souche originale de malaria. Ici, excusez, le Plasmodium falciparum, je vais le dire comme ça. Puis, c'est presque aussi efficace. Les montagnettes ABC, ils ont absolument zéro activité. Zéro. Mais la mortalité D, presque aussi efficace que la chloroquine. Ce qui est encore plus trippant, c'est que lui, il a accès à des souches résistantes. Ça, c'est une souche multirésistante de Plasmodium falciparum, presque résistante à tous les médicaments. Puis ça, presque aussi efficace là-dessus. C'est le bébé. Wow! Une molécule qui vient d'un gros champignon, le Big Frobisher, l'eucalypte, ça tue de malaria et les souches résistantes. C'est vraiment cool. On l'a publié dans Chemicum en 2018. Puis vraiment, ça a été un gros scoop. Puis c'est presque aussi efficace. Fait qu'à un moment donné, on était en train de prendre une bière. On s'est dit, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ce champignon fait ça? Bon, tiens, elle là, elle ne fait pas ça pour traiter la malaria. Elle fait ça pour se défendre. Elle fait ça pour se défendre contre d'autres choses. Puis ça donne que cette molécule-là, inédite, a des propriétés inédites. Puis peut-être qu'un jour, ça peut se faire de synthèse facile. Ça, les compagnies pharmaceutiques vont peut-être prendre ça, traiter les gens de la malaria. D'où l'intérêt d'aller faire un peu de prospection moléculaire pour montrer la richesse du genre. On ne veut pas faire d'argent avec ça. On l'a publié, on n'a pas de brevet, puis j'en veux pas. Puis nos travaux avec les communautés, c'est toutes les communautés qu'on a, je veux pas faire. Mais si on veut juste montrer comment la richesse du grandeur c'est important, on va avoir un journaliste. OK. On va faire un autre déplacement, on va descendre. On s'en va à Coupe-de-la-Ville. OK? C'est beau? OK. Puis du son, OK, comme ça, du doigt tourner tout, à Coupe-de-Ville, puis Mounivic, là en haut, il y a Iqaluit, là, ici, là, Iqaluit. Oh, parfait. On descend, on s'en va à Coupe-de-la-Ville, comme ça. Puis, pourquoi je parle de ça? Je veux vous parler des infusions de, je vais essayer de le prononcer comme il faut, là, de Wishipicush. Wishipicush, c'est écrit en Inuktitut, c'est Tirluk. C'est plus facile. C'est plus facile. J'essaie de l'apprendre comme il faut. Mais ces infusions-là, c'est fait à partir d'une plante qui s'appelle le petit thé de Labrador, Rhododendron subarticum. Ça, c'est plus facile pour nous autres. Ça, on est bons là-dedans. Puis quand j'ai dit ça au cri, ils m'ont dit non. Ça n'a rien à voir avec le groupe ici, principal des Labrador, vous en avez plein ici, j'imagine, il y en a ici dans l'endroit. Ça, c'est à peu près 7, 8, 10 cm au milieu, ça pousse au sol. Ça ressemble au petit saveur, mais la feuille est beaucoup plus mince, c'est comme une aiguille un peu. Puis ça, les Cris, les Inuits l'utilisent pour se faire des tisanes, puis pour le bien-être, puis quand ils ne filent pas bien, ils prennent ça, puis il y a des cris qui peuvent en boire 2 litres par jour. La cocotte, là, est tout le temps sur le feu, puis en remettent, puis ils vont chercher ça. Fait que, ils peuvent en boire vraiment beaucoup. Mais là, ils ont noté qu'il se passait des affaires bizarres. Comme, par exemple, j'ai oublié de vous dire, la semaine passée, j'étais à Culver-Epic-Washington. C'était la ville la plus chaude au Canada. Attendez, là, on est sur le long de la baie du Son, il y avait des glaces. On était à 33 degrés, c'est la ville la plus chaude au Canada. Les elders, les healers, s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose avec cette plante. Leur médecine traditionnelle, ils sont inquiets à cause du réchauffement climatique. Ils voient les plantes comme ça. Puis, nous avons rencontré, ils nous disent, normalement, tout le temps, ces plantes pourraient-tu nous aider? Parce que là, le réchauffement climatique, là, ça a-tu un impact sur les propriétés médicinales? Ça change aussi la période de l'école, parce que là, il y en a qui disent, moi, c'est septembre. Il y en a d'autres qui disent, moi, c'est juillet.
Puis il y en a qui disaient, mais là, on est tous chamboulés, là. Les glaces, ils prennent au mois de février, puis il fait 33 degrés au mois de juin, là. Ça, c'est du inédit. Puis là, il commence à s'inquiéter parce qu'il y a de plus en plus de médications qui viennent du sud. Il y a toutes des interactions quand je vois 2 litres de ça. Puis en passant, n'importe qui va se faire une tisane avec chose, ça va peut-être avoir des interactions. Fait que, donc, on a développé un projet avec des collaborateurs, Jean-Christophe fait la chimie produit naturelle, professionnel dans mon labo, Stéphane Boudreau. Puis pourquoi on est intéressé, c'est que, là, je vais vous faire une longue histoire courte. Il y a une plante qui s'appelle Rhododendron tomentosum qui est surtout du côté de la Russie, des pays de l'Est, et on pense que c'est la même, mais nous, on est convaincus que ce n'est pas la même plante. Tout le monde dit que c'est la même plante, mais nous, on est convaincus que ce n'est pas la même. Tout Stéphane, qui travaille maintenant à caractériser ça pour voir si c'est la même plante. Mais je peux déjà vous dire, il va vous dire tantôt. Il y avait une qui est anthropologue, OK, elle travaille département parce qu'elle a une très grande connaissance, elle a vécu au Nunavik, elle connaît beaucoup les Inuits. Les Inuits, ils ont des questions particulières, veulent savoir, on peut se documenter ça avant qu'on perde, avant que Starlink fasse que tous nos jeunes ils écoutent juste TikTok, parce que là, Starlink est rendu là, puis ils ont peur que les traditions se perdent, puis ils veulent qu'on documente ça pour faire des documents pour l'école, pour aider à promouvoir les médecines traditionnelles. Nous, on veut établir la composition en produits naturels, mais surtout la variabilité saisonnière. Aujourd'hui, là, quand je cueille au mois de juin, quand je cueille au mois de juillet, au mois d'octobre, c'est quoi la différence dans la composition chimique et dans les propriétés médicinales? Fait qu'on veut évaluer aussi, il y a tous les endroits sur le territoire, tout ça, puis on veut aussi vérifier s'il n'y a pas de molécules toxiques. Rhododendron tomentosum est notoire parce qu'il produit du lézol qui est ultra toxique. 3 tu peux mourir de ça. Je vous dis tout de suite, on n'a pas trouvé dans ça. Okay? On les a rassurés, il y en a pas. OK, à date. OK? On va vérifier pour savoir un peu plus. Y a-t-il des interactions avec les médicaments? Fait qu'on s'est teamé avec Jean Legault, qui est à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est un spécialiste en biologie médicale, qui a plusieurs méthodes. Puis on veut savoir c'est quoi l'efficacité de ça. Fait qu'on va faire des tests anticancéreux, anti-inflammatoires, tout ça pour renforcer les savoirs traditionnels. Jamais on remet en question le fondement puis l'activité de cette plante-là. C'est ça qu'on veut faire. On veut juste appuyer les savoirs traditionnels. Puis, comme je vous ai dit, développer des outils pour les jeunes. On a rencontré des leaders, on a rencontré des gens d'école. Puis, on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez. On est allé les voir. On a co-construit, on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez savoir sur la plante. C'est quoi qui vous intéresse? Puis là, les deux communautés, on se dit, nous autres, on veut savoir les points. C'est comme ça qu'on a construit ce projet-là. Puis je le dis parce que je veux, à la fin, faire une conclusion, à savoir comment on devrait faire de la recherche. Nicole est beaucoup impliquée, Hugo Nefred, tout le monde ici, vous êtes bien là-dedans. Fait que ça, c'est moi, en train de ramasser du petit du Labrador, et vous aurez noté que je n'ai pas de filet sur la tête. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que soit je suis vraiment résistant à maringouin, ou il ventait en Simonac journée-là. C'est plus ça, parce que vous avez noté que ça pousse sur les cartes en haut, tout ça. Puis il peut vanter, là, ceux qui ont atterri une fois là, puis il y a juste une descente, tu n'as pas le choix. Ils vont là. Puis quand le main va bon, ben, t'espères qu'il va. Tu as compris. Fait que là, on est allé récolter à différentes places avec Jean-Christophe. Là, vous avez vu que Jean-Christophe, on a tous des filets, Stéphane aussi, là, parce que quand le vent tombait, il y a de la mouche. Comme ça. Juste des études préliminaires, ce qu'on a fait pour nous faciliter la vie, on a fait de l'huile essentielle. Et pourquoi c'est l'huile essentielle? C'est qu'on concentre toutes les molécules qui sont volatiles, comme ça. Fait qu'on a pris, on l'a pris au poignet, on a fait l'huile essentielle, ça sent, c'est fantastique. L'arôme de ça, c'est incroyable. Oubliez le gros thé de l'or. Là, je veux dire, les oitiers, c'est rien. Ça sent vraiment bon. Puis, on a fait une première caractérisation par GCMS. Puis, vraiment, on a fait GCMS, on a aussi d'autres techniques en olfactométrie, mais
avec ça, on a réussi à aller chercher, jusqu'à date, on est allé chercher 82 communautés différentes. 82. Il y en a 52 qu'on a identifiées. Ils m'ont pas eu de bête opinion, tout le monde sait ça, là. Mais dans l'huile essentielle, il y a 60% d'ascarigole. Non, mais pas 10%, 60% d'ascarigole. Et l'escarigole, c'est ça. OK? OK, ça vous dit quoi, ça? C'est un endoperoxyde. Ouais. Non, mais on a une plante au Québec, un grand nord, qui fait 60% dans l'huile essentielle d'ascarigole, un endoperoxyde. Vous me voyez venir. OK? Puis, on a fait une tisane récemment, exactement comme eux font les tisanes. Ben, je dis eux, je vais prendre la communauté écrite parce que les Inuits ne font pas ça pareil comme ça. On a fait des infusions, on a trouvé que le composant majoritaire, c'est l'escarigole. Donc, il n'est pas juste dans l'huile essentielle, il est dans les tisanes. Fait que là, on s'est dit, non, mais ça ne peut pas être un accident, ça, là. Ça ne peut pas être un accident. Fait que qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir l'activité qu'on appelait Dave, et Dominique, on dit, on a d'autres choses pour vous autres. Là, ils ont travaillé fort parce que c'est une huile, c'est pas facile à faire. Ils ont vu au moins une méthode. Puis là, l'échelle n'est pas pareille, ça va pareil, mais les échelles pas de même. L'huile essentielle, l'activité majoritaire, ça vient de l'ascarigole. Okay, c'est 50 ppb, là, ici c'est 25 de l'ascarigole. Ah, c'est ultra puissant comme antimalade. Ça le fait aussi la souche qui est résistante. C'est fou quand même. Alors de dire, ouais, encore une fois, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'y a pas de malaria au Nunavik. En tout cas, pas encore. Là, j'ai vu les changements climatiques, le réchauffement, ça a ses limites. Par contre, on a réussi à faire ça, puis ce qui nous a intéressé, on l'a publié, mais ça a été repris un peu partout. Il y a du monde qui a commencé à nous contacter. Parce que l'American Chemical Society a fait un communiqué de presse là-dessus. Puis, je veux vous amener ici dans une revue canadienne de maladie à déclaration obligatoire. Puis, il y a un article de Reading puis Dixon qui est vraiment sur toxoplasma gondii. How an Amazonian parasite became an Inuit pet. Ah, OK. On regarde ça, on dit, ben, à une minute, là. On parle de ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont démontré d'où ça vient, comment est-ce que c'est venu, comment est-ce que le cycle a fait que ça a pu monter, puis maintenant, ben, c'est un des parasites les plus prévalents chez les Inuits au Canada. Je vous laisse mon côté. On s'est dit, il faut tester la scaridole. Ça, ben, là, des fois, il n'y a personne au Canada qui travaille là-dessus. Personne. Il n'y a personne qui existait. Partout, j'ai appelé des chercheurs qui avaient travaillé là-dessus. Que là, ah non, on n'a pas d'argent, il faut qu'on ne le fait plus. Il y a personne qui s'occupe de ça. Pourquoi c'est une maladie Inuit? On s'en fait pas. Mais les Inuits eux-mêmes, ils savaient ça. Puis, nous, on est pas mal convaincus que ça sert à traiter les maladies parasitaires. Quand tu sens pas bien, tu as mangé quelque chose, tu manges de la viande crue, il y a beaucoup de parasites. On le sait, là, les communautés le savent. On le sait, les gens qui sont dans ça, des systèmes de santé dans le Nord le savent. Est-ce que ça, c'est pas un bel exemple? On n'a pas prouvé ça. Je peux pas, j'ai pas de toxoplasma. Si vous avez du toxoplasma gondii, appelez-moi. Mais il n'y a personne qui a ça parce que c'est pas assez prévalent, c'est dur à cultiver, puis c'est ça. Fait que c'est vraiment difficile de l'avoir. Mais on est convaincu que ça fonctionne. Je vous amène ici. Compteux, je voulais juste vous montrer que des fois, il y a des gens qui me posent des questions. Tu veux résoudre les savoirs traditionnels? Ça ne peut pas avoir la même valeur. C'est ça que ça n'a pas la même valeur. Tu été sur le terrain pendant 6, 7, 700, 800 ans, pas moi. Je ne peux pas le savoir. Quand on me dit que les plantes abusives du monde, parce qu'ici, il n'y en avait pas avant, ça, c'est des savoirs traditionnels importants. Quand tu combines les savoirs traditionnels, les savoirs scientifiques, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais des découvertes d'incroyables. On a peut-être trouvé une raison pourquoi on fait des tisanes avec Tirnouk ou couche, mais vous avez compris, Puis récemment, ça nous a amené à réfléchir encore plus loin, à aller plus loin. Puis au lieu là, d'avoir mis les deux ensemble, est-ce qu'on ne peut pas plutôt combiner ça d'avance, co-construire les projets? Puis là, ce que ça fait,
c'est quand tu fais ça, non seulement tu fais des cas d'impact, mais qui est encore plus, c'est que tu fais la conversion utile des communautés. Puis, j'aime beaucoup faire des publications qui peut-être ne seront jamais lues, jamais citées, mais si je fais des recherches, puis ça permet d'aider les communautés à se résoudre un de problèmes, je pense qu'on va gagner plus que d'avoir publié une publi de personne. J'aimerais ça, vous avez tout lu mes publis. Ah, ok. Elle nous envoie 5 jours. Mais c'est un peu ce que je voulais vous dire. Puis, si vous avez retenu quelque chose qu'on a fait la première étude sur stérocolon pachali. Première étude. J'ai l'impression que tu avais étudié ça. On a trouvé 13 produits naturels, dont 2 qui sont tenus poumons. On a montré qu'il y avait de l'activité antiparasitaire. Excuse-moi, simplement pas. On a fait la première synthèse des motiabides. Là, on a vraiment plein de motiabides. On a d'autres choses qui s'en viennent là-dessus. On a démontré la structure. Puis là, si j'étais capable d'en faire 1 gramme, je pourrais savoir faire un peu là, de métabolomique, et savoir quel sentier métabolique ça active, mais on n'a pas encore fait ça. On a fait la première étude sur l'huile essentielle de rhododendron subverticale. On est convaincu que la plante est différente. On est en train de travailler là-dessus. Qui vient du Nunavik. Puis on est dans chez 52 fois naturel. Quand même, c'est pas pire. On a démontré l'activité antimalariale de cette huile essentielle. On a même démontré que la scalda se retrouvait dans les tisanes, dans la manière qu'ils sont fabriqués par les Inuits puis les Cris. Les communautés qui sont au nord de ça. Puis avoir ça, j'ai oublié de vous dire, mais ça pousse seulement au 55e parallèle et nord. Donc, il n'y en a pas ici. Cherchez-en pas là. Il y en a, c'est pas vrai, peut-être qu'il y en a dans les montagnes quelque part, mais il n'y en a pas de répertorié. Au début, je vous ai dit que un de mes objectifs, c'était de démontrer l'importance des trésors moléculaires qui sont dans le Grand Nord, puis qui dorment dans le Grand Nord, puis dans les écosystèmes nordiques. Puis l'objectif, c'est vraiment de montrer l'importance de protéger ces territoires-là. Protéger pas juste les changements climatiques, parce que vous avez un petit rôle à jouer là-dedans en diminuant votre production de gaz à effet de serre. Si tout le monde sur la planète le faisait, ben, ça va faire qu'on va moins réchauffer, puis peut-être que ça va moins s'accélérer dans le futur. On a tout un rôle à jouer. Puis nous, on voulait montrer que ça, c'est tellement important, que c'est un des rôles qu'on a ça. Puis si on montre l'importance de protéger ces territoires-là, ben, peut-être dans le développement, parce que le développement est inévitable du Nord, il y a des richesses, on a besoin de terres rares, on peut tout avoir des batteries, puis toutes des voitures électriques, ça va continuer à s'accélérer, mais il faut le faire comme il faut. Il faut le faire comme il faut pour ne pas briser des écosystèmes fragiles et empêcher des gens qui vivent sur le territoire depuis des centaines d'années, les forcer à changer le mode de vie, à descendre vers le sud, à monter vers le nord. C'est ça qu'on voulait montrer. Puis, je laisse en terminant mon idole qui dit c'est les trésors, c'est pas juste de l'or ou de l'argent. Il ne faut pas juste faire des mines, il faut aussi penser qu'il y a des trésors moléculaires, puis que peut-être le prochain médicament pour l'Alzheimer, la malaria, ben, il va venir d'une plante qui est dans le monde. C'était l'objectif de vous montrer ça aujourd'hui, mais je voulais vous remercier si vous avez. Même ceux qui sont en ligne, je ne sais pas s'il y a du monde en ligne. Oui, il y a une question, oui. Je me demandais si, admettons qu'il y avait un potentiel commercial là, pharmaceutique avec vos découvertes, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour protéger les savoirs traditionnels de ces personnes-là avec qui vous travaillez? Absolument. Nous, on a nos propres mécanismes. Mais le protocole de Nagoya, on adhère au protocole de Nagoya qui existe dans la grande famille de la biodiversité, qui protège et qui permet le partage équitable des avantages. Ça, c'est une grande façon de dire que, dans le fond, il n'y a pas de compagnie qui peut prendre ça parce qu'on l'a publié. Fait que donc, personne ne peut s'attribuer ça. Deuxièmement, l'objectif n'est pas de développer un médicament pour la malaria, mais de montrer des structures de la nature qui peuvent nous aider à faire des médicaments. Puis troisièmement, on a donné nos droits aux communautés nordiques où on travaille. J'ai dit, vraiment, ceux qui vous êtes dans le milieu académique, d'habitude, quand tu vas dans le milieu académique, c'est que tu sais que tu ne deviendras pas riche. Tu as choisi. Non, mais pas dinguerie, là, c'est la vérité, là, c'est si vous voulez être riche avec une compagnie pharmaceutique, plus de potentiel que d'argent. On ne peut pas faire d'argent avec ça, on l'a donné. Puis pour la ressource, il n'y a pas personne demain qui va se mettre
à aller dans le Grand Nord pour arracher ou trouver du mozzarella SP, là, non, ça n'arrivera pas, ça, là. C'est bien plus facile dans un laboratoire de synthétiser ces molécules-là. Puis si jamais ça faisait un blockbuster drug que tout le monde ferait de l'argent, ben, le protocole de Nagoya fait que ben, les partages équitables des redevances seraient donnés aux communes. Mais il n'y a pas une histoire, justement, où c'était très nuancé, vous l'avez dit, c'était très mince entre la connaissance donnée ou non d'un peuple, ben, justement, dans une histoire de médicaments, je ne sais pas quel produit qui aurait été synthétisé, mais que c'est grâce aux connaissances traditionnelles, finalement, qu'il avait pu faire ça. C'est pas une zone grise, là. Si c'est dérivé de savoir traditionnel, ça appartenait au savoir traditionnel. C'est réglé, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est une des choses. Remarquez que le Canada n'a pas signé le protocole de Nagoya. Mais ça ne nous empêche pas d'agir comme si on l'avait signé. C'est un excellent point. Puis c'est le point que tout le monde me pose tout le temps. Oui, mais d'un coup qu'il y a une compagnie qui veut faire de l'argent là-dessus, ils sont dans le trouble parce que probablement tu n'as pas de brevet. Tu ne peux pas avoir un brevet parce que c'est du prior art, on l'a décrit. Tu ne peux pas avoir ça. La seule chose que tu peux avoir, c'est une fondation Bill and Gates qui va travailler avec un autre pour être capable de développer ce médicament-là. Puis d'après moi, les Inuits et les Cris seraient vraiment contents si leur savoir traditionnel sauvait des millions de vies puis qu'on le mettait au grand jour. Je suis sûr qu'ils seraient bien contents. Puis je suis sûr qu'ils tiraient quand même un bénéfice de ça. Mais puis on n'ira pas la ressource, il n'y a pas de danger de la ressource. Il n'y a pas personne qui va aller à la Chine. Mais déjà les Cris, ils en vendent un peu comme ça, mais tu sais, ça demeure un marché limité. Puis L'Oréal, je les attends que le prix peut le faire. C'est quand même, disons, qu'il l'a trouvé avec une chose des communautés là-bas. Oui? Moi, je suis brésilienne et chimiste, donc j'ai adoré. Je n'ai pas encore trouvé une molécule, mais j'ai encore du temps à une nouvelle molécule. Moi, je me demandais quand c'était une nouvelle molécule. Donc, normalement, on utilisait le HPLC pour séparer les molécules, ensuite le GCMS, où il y a une bibliothèque, où il va. Non, mais ça, si la molécule est connue, c'est ça, c'est du gâteau inconnu. CMS, on sait que non, mais ça, c'est facile. C'est quand on a une molécule inédite, c'est là que le fun commence. Okay? Là, on a une molécule, elle n'est pas dans les bases. Fait que là, il faut que tu la purifies, il faut que tu l'aies peu. C'est très peu. Quand je dis très peu, je dis très peu. Puis là, on a fini avec 3, 4 ou 5 milligrammes de molécules très légères. Puis là, il faut faire. On fait de l'ARN. On fait de l'ARN 2D. On fait du HFBC, HSQC, on fait des toxi, on fait des relay toxi, on fait toutes les techniques, on passe ça là-dessus. Puis on est chanceux, on collabore par des groupes qui sont super bons à Genève, le laboratoire de Jean-Luc Wolfender, là, puis Laurence Barico qui est là, elle dit toujours. D'abord que tu me donnes un milligramme, ça va. Là, nous autres, on dit, c'est une joke, 1 milligramme. Là. Fait que Claudia est allée, Claudia a fait ça là-bas, elle avait 3 milligrammes, puis c'est avec ça qu'on a élucidé toutes les structures. Mais c'est Claudia qui l'a fait, là, mais l'appareil est plus sensible, puis on a une sonde cryogénique. C'est un 600 MHz avec une sonde cryogénique. C'est plus sensible. Ils ont des micros, ça, c'est vraiment cool. Hein? Je sais pas si ouais, c'est vraiment compliqué. Ça a l'air simple, là, j'ai présenté ça. Tu sais, j'ai mis une slide avec 3 nouvelles molécules, là, mais ça, c'est des années de travail pour s'assurer que c'est ça. Puis là, on veut prouver la structure, on est en train de Tommy est en train de synthétiser. Il m'a dit qu'il allait nous avoir 500 mg. Ah! Oui, et là, ben, oui. C'est moi sur le fond un peu plus, parce que je suis un peu emmêlée avec la chimie. Un produit naturel qui est synthétisé. C'est biosynthétisé. Biosynthétisé. Est-ce qu'il devient, il reste constamment, vu que la molécule est retrouvée dans la nature, il devient un produit chimique? Ou il reste constamment un produit naturel? C'est moi, c'est la Un produit chimique et un produit naturel, c'est la même chose. C'est juste qu'il est d'origine naturelle. Okay. Une substance chimique H2O, c'est chimique. Okay, c'est une substance chimique. Il y a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Une substance, quand on dit que c'est un produit naturel, c'est qu'il est biofabriqué dans une plante, dans un champignon, etc. Mais il est composé d'atomes. C'est une substance chimique d'origine naturelle. Et puis, les plantes sont fantastiques pour faire
l'artémisinine, là, c'est pas pour rien que le produit naturel, il n'y a pas de compagnie qui le fait, c'est juste extrait. C'est trop compliqué. Jamais les chimistes vont être capables de faire ça de façon efficace. D'ailleurs, il y a des gens qui sont essayés à faire le THC, okay, en pensant que vont faire du THC dans mon labo qui va devenir riche. Non, non. Il y a des champs ici qui peuvent cultiver ça. C'est bien plus facile, la plante est bien plus efficace que nous autres faire ça. Fait que ce sont toutes des substances chimiques, mais certaines sont faites de synthèse. D'autres sont fabriquées par la plante, mais ce sont les mêmes molécules. Les mêmes molécules. Comme par exemple l'acide salicylique, ben, on le retrouve dans l'écorce du saule blanc. C'est comme ça que. Comment ça s'appelait le grec le grec là, qui soignait là, celui-là. Oui. Non, celui-là, le serment. Hippocrate. Hippocrate, c'est ça. Quand tu avais de la fièvre, tu mangeais ça, puis ça faisait descendre ta fièvre. C'est l'acide salicylique. Aujourd'hui, quand tu achètes de l'acide salicylique, elle ne vient pas d'écorce de saule blanc. Elle est faite en Allemagne chez Bayer. Ils font ça à partir du pétrole. C'est ça. La synthèse. C'est tout fait par synthèse. C'est la même molécule, mais c'est fait par synthèse. On n'a pas à ruiner la ressource, comme le taxol, par exemple, qui était un problème au début parce qu'il était rien de source végétale. De l'écorce de l'île du Pacifique, qui est un arbre qui est protégé. Ça prend 100 arbres protégés pour guérir une personne du cancer du sein. C'est pas très durable, là, tu peux faire ça. Est-ce que ça répond? Oui. Oui. La molécule qui se retrouvait dans les rhododendrons subantarcticum, j'imagine qu'il doit être tisane et tout, j'imagine qu'il n'est pas dans le rhododendron groenlandique ou autre. Attends, les rhododendron subantarcticum. Oui, qui contient de la molécule que vous avez présentée. La scarniole. Voilà. Ouais. Puis je me demandais si ça était comme évalué si c'était peut-être aussi présent dans son rhododendron. Si. Quand tu trouves une molécule comme ça, tu penses que tu es vraiment content de ça. Ben non. Au Mexique, il y a une plante qui s'appelle qui contient aussi dans l'huile essentielle à peu près 60%, qui est utilisée par les communautés autochtones indigènes du Mexique pour traiter différents maux comme ça. C'est juste que le goût est épouvantable. J'ai pas poussé la portée en disant c'est impossible à boire, mais c'est super bon. On l'a trouvé dans plein d'autres plantes qui existent comme Non, ça. c'est dans l'autre ronde. Pas dans d'autres rhododendrons, dans d'autres plantes, parce que le sentier métabolique là, pour la biosynthèse, tu peux le retrouver dans d'autres plantes comme ça. On n'est pas sûr comment ça fait dans l'eau peroxyde, ça. Il y a encore des débat là-dessus, parce que, en fait, on sait que ça vient du paracimène. Je vous le montre, je le retourne vite. Je vais vous montrer où la vinaigrette. Ça vient du paracimène. Et il y a des gens qui se sont amusés à le faire. Oups. OK. Quand tu prends du paracimène ici, là, OK, puis tu mets de l'oxygène, puis tu mets un rayon UV, un photosensibilisateur, là, ça fait de la scalinole. OK? C'est vraiment cool. Non, mais c'est vraiment cool. Le hic, c'est, tu sais, la plante, là, elle n'a pas de photosensibilisateur. Comment elle fait ça? C'est fou comment elle... On n'est pas capable, on sait comment le faire, ça a été démontré. Mais tu sais, il faut que tu mettes du rose de Bengale qui va sensibiliser, mais tu sais, dans la plante, il n'y a pas de rose de Bengale, puis il n'y a pas les bonnes. En tout cas, je ne sais pas comment elle fait, mais c'est vraiment cool. On sait que tu peux passer de ça à ça en une étape. Ça se fait super bien. Puis on a travaillé pas mal fort sur cette molécule-là. Elle se retrouve à plein de places. J'essaie de voir, ça se retrouve dans Chéliopodium quelque chose, mais la plante, je vais regarder, mais je vais le trouver tantôt parce que là, j'essaie de penser. C'est ça. Comment ça. La question, j'ai peur, je ne sais pas répondre. Non, s'il avait aussi dans d'autres rhododendrons, on n'était pas exclusif. Il n'y en a pas dans d'autres rhododendrons. Non, mais évalué. On a regardé la Laponicum, qu'on retrouve aussi là-bas. Rhododendron Laponicum, on a regardé Groenlandscum, tout le monde a dit, on s'est dit, il va bien en avoir la grandeur. Ben non, il n'y en a pas. Zéro. Il y a juste là, Sphaticum. Il y a ça. Puis c'est pour ça que je trouve ça tellement beau que les communautés ont l'idée d'utiliser ça. Ces savoirs traditionnels-là, c'est vraiment une richesse incroyable. Puis planifiez, je me permets dans la question. Planifiez-vous à évaluer d'autres types de lichens ou de biophiles? Oh, ben là, le problème, c'est le manque d'argent puis le manque de ressources parce que
Ben, ça fait longtemps, c'est pas simple comme ça, seulement. Oui, en fait, on travaille sur le Donna Stellaris depuis quelques années. Je ne vais pas dire encore là, mais on travaille sur le Donna Stellaris pour quelque chose sans plus, je ne peux pas dire. Ça n'a rien à voir avec le pharmaceutique. Oui. Tantôt, quand tu parlais, tu as dit on a regardé la composition chimique d'une des plantes au nord, puis on a vu qu'il y avait un endo-peroxyde. Ouais. Donc, on s'est dit, où le lien? J'ai l'impression que souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on spot une molécule qu'on connaît, ou en tout cas qui a un look qu'on connaît déjà pour traiter de telle affaire, puis là, ça nous amène. Mais il doit y avoir plein de molécules qui ont l'air de rien parce qu'on n'a juste jamais regardé ça. C'est quoi parmi les gens qui font le genre de recherche que tu fais, c'est quoi la proportion qui est en pure exploration, de juste d'essayer des affaires? Tout est en pure exploration. Tout. En fait, j'ai fait une belle histoire avec nos travaux, mais tous les extraits, quand on commence, on fait un extrait brut, OK? On prend du méthanol, on met ça dans l'azote on broye tout ça, puis C'est pas ce qu'il y a dedans. après ça, on fait un extrait. On commence tout l'extrait. Puis là, on arrive avec une patente là, qui est une wet, là, qui on a fait un extrait brut. Là. Puis là, dans cette extrait-là, il y a 50, 60, 70. Fait que ce qu'on fait, on le fractionne un peu. On a un PLC, on le fractionne, on obtient environ 50, 60 fractions, ou des fois 100 fractions, qui sont enrichies en certaines molécules. Puis ça, on les met dans les plaques 96. Puis là, on les screen. On va voir l'activité, on fait l'activité anti-inflammatoire, on fait l'activité antioxydante, anti-hypoxygénase, anti-tyrosinase, on check aussi anti-cancer, on check, on screen un peu tout ça, puis c'est ça qui nous aligne vers différentes molécules. Ça fait que, on fait tous les tests comme ça. Mais faire le test, ça m'a rappelé, tu ne fais pas ça de même. Tu ne suis pas ça, là, c'est compliqué. Tu cultives. Wow. J'ai dit ça, moi. Quand ils sont là dans le pot, hey, check, c'est ça, là, c'est la souche résistante. Non, je ne veux pas le voir, moi. On a testé la tuberculose aussi, parce que vous savez que la tuberculose, c'est une maladie qui est très prévalente. Puis la tuberculose, Dave, il y a 160 souches de tuberculose, mais si ça ajoute des rebelles, non, je ne veux pas l'avoir. Oh, mais tu pas grave là-haut, là-dessus. Non, je ne veux pas l'avoir. Non, mais c'est. On a zéro. On a essayé l'Leishmania. L'Leishmania, ça ne marche pas non plus. C'est vraiment dur parce que ces parasites que je dis là, vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Là. Mais là, par contre, on pense travailler sur la maladie de Lyme. Là, il va y avoir de l'argent. Ouais. Parce que là, il va y avoir de l'argent. La maladie de Lyme, là, ça, il va y avoir de l'argent. Après, ce qu'on fait. Oui. Allez pas de ça. Ben, en fait, je me demandais si dans une optique, moi je travaille sur des animaux, je ne connais rien aux plantes, là, vraiment c'est grave, mais si dans une optique de changements environnementaux, là, il y a des plantes qui peuvent évoluer ou s'adapter. Est-ce que des composés moléculaires peuvent aussi s'adapter aux propriétés environnementales? Genre la plante, elle peut faire plus de. Absolument. Ouais, c'est ça qu'on a en ce moment, là, on a des membres de la communauté CRI qui vont nous récolter des échantillons à toutes les fins de mois. À toutes les fins de mois. Puis après ça, on va pouvoir voir la variabilité saisonnière. Ouais. Ça les intéresse beaucoup parce que il y en a un qui me dit moi, là, je trosse personne. Il dit, c'est juste ma femme qui est un leader. Il dit, juste ma femme qui récolte ça dans un lieu secret, à un moment secret. C'est parfait, là, Isaac, tu ne veux pas le savoir, quoi, c'est un moment secret, mais on dit, les jeunes, ils ramassent ça n'importe quoi. C'est vraiment drôle quand même, là, parce qu'en ce moment, s'il y a de l'argent à faire, ben, il y a quelqu'un qui va aller sur le téléphone, n'importe quand, il va ramasser les poilements. Okay? Mais les healers qui font ça depuis 50 ans, font ça comme ça. Je ne peux pas savoir, moi, mais c'est ça qui change, parce que la plante, le cycle de la plante, une plante, ça a un cycle annuel, OK? D'habitude, ils font des feuilles, après ça, ils font des fleurs. Il y a comme un cycle, puis quand ils font ça, ils n'ont pas les mêmes stress, ils n'ont pas les mêmes micro-organismes. En ce moment, vous avez de la chance d'avoir beaucoup. C'est quoi la fameuse chenille, là? La livrée, c'est ça. Quand la livrée arrive, l'arbre, il ne fait pas rien, là. Il sécrète toutes sortes d'affaires pour essayer de se protéger de ça. Malheureusement, il ne peut pas. Puis, mais quand un micro-champignon qui arrive, comme dit, une tache noire que tu trouves, c'est érable, l'arbre, il va réagir à ça. Il y a des plantes qui sont vraiment bonnes quand ils se font manger par des insectes, ils génèrent des molécules super amères.
Puis là, les herbivores et les autres, ils arrêtent d'en manger. Fait que c'est sûr que la plante a varie au courant de la saison. Elle ne fait pas les mêmes molécules au même moment, en même concentration. La question, c'est quand est-ce que tu as les meilleurs bénéfices médicinaux, puis que tu peux récolter la plante et que ça soit plus efficace. C'est ça qu'on a fait de déterminer pour les gens des communautés là-bas, pour leur dire, ben, à ce moment-là, là, on est convaincu que ça, c'est le meilleur moment pour les propriétés médicinales. Puis est-ce que ce moment-là, avec cette propriété-là, est menacé par des changements de température puis avec le nord, à grande échelle? Oui. Sûrement. Parce qu'en fait, il n'y a pas juste ça qui menace. Tu as une espèce arbustive qui vient, puis là, la plante, elle ne pousse plus. Puis là, quand elle récolte, ben, elle ne pousse plus. L'autre chose qui menace, c'est des cueilleurs jeunes qui, au lieu de ramasser la plante, comme on leur dit, ben, c'est bien plus vite d'arracher la plante. Et puis ça, c'est vrai, les cueilleurs du sud, le Labrador, donc, si tu arraches le plant, c'est ça que les elders, ils essayent de faire commandement. Si tu arraches le plant, ce que la nature t'a donné pour te guérir, ben, tu ne l'auras plus l'année prochaine. Fait qu'il faut que tu préserves la nature. Eux autres, c'est beaucoup philosophique, là, comment ils voient ça. Fait que là, nous autres, on prend une branche sur chaque pied. C'est long. C'est bien plus facile d'arracher, puis d'en aller en 4 roues, chez vous. Puis ça après, puis mettre le plus de tiges possible parce que c'est plus lourd. Puis, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que, eux autres aussi sont pris avec ce genre de comportement-là. Puis, ils veulent essayer qu'on puisse amener des informations qui puissent les aider à coacher les jeunes à ne pas faire ça. Mais c'est vrai, ça change. J'ai fait un long détour au début. Ça change. C'est super intéressant, vraiment. Puis Merci. ça fait rouler plein de boucles dans mon cerveau. Mais tu as parlé au début un peu d'utiliser l'environnement nordique parce que c'est un environnement avec des stress particuliers. Puis moi, je me demandais aussi, est-ce qu'une autre approche, ce ne serait pas de voir les plantes qui sont très peu parasitées, très peu mangées, tu sais, comme les bryophytes, il y a à peu près pas grand-chose qu'ils mangent, puis pas grand-chose qu'ils décomposent. Alors, puis ça m'a fait penser, mais c'est peut-être les annuelles, les plantes annuelles ne sont pas intéressantes parce qu'ils n'ont pas à défendre. Mais ça serait plus les plantes vivaces là, qui ont besoin à comme défendre leur corps, qui seraient comme des secteurs plus intéressants. Là. Y a-tu des gens qui font la prospection plus avec un botanique? Oh que oui, là. J'imagine que oui, hein? Si moi, j'y pensais d'autres, on a bien beaucoup ce but-là dans le Spinoza. On s'est dit, en plus qu'il pousse, premièrement, il n'y a pas d'aspect médicinal qui vient de ce plante-là, tu sais, pas vraiment de ça. Et en plus, il y a un rapport de ce qui est. Il y a quelqu'un qui a étudié les tiges. Ouais. Puis les tiges sont full de saponine, puis ça, Ouais. tout fait que. Et tu sais, je me disais moi-même, qui mange les tiges? Il y a quelqu'un qui mange les tiges. Je pas étudié les feuilles, je n'ai jamais compris pourquoi. Mais on sait une chose. La seule chose qu'on sait sur les feuilles de Pétula glandulosa, qui est le petit arbuste inversé de nord, c'est que le premier caribou de la horde, il en mange. Ils ont mis Steve Côté, comme ça. À un moment donné, il en mange un peu, ça va super bien. Puis à un moment donné, il y en a un qui en mange, puis il tombe sur le dos, puis il meurt, puis les autres ils arrêtent d'en manger. Ça, on sait ça, et on pense qu'à un moment, la plante, dans son cycle, à un moment donné, quand elle se fait manger comme ça, elle produit une substance toxique. Ouais. Puis là, tu sais, ils sont niaiseux, quel coup, là, mais quand les boileaux mourir, ils arrêtent. C'est quand même un bon exemple. Oui, on a travaillé dessus. On a fait des premiers à étudier les composés volatiles, l'extra volatile de Pétula glandulosa. On a publié ça aussi. Mais on aimerait trouver, notre espoir, c'était de trouver une molécule aromatique unique au monde. Puis là, les communautés auraient pu ramasser ça pour vendre ça à l'Oréal. Ah, ben oui. Ils mettent ça dans un parfum grand nom. Non, j'ai même le nom du parfum. Là, tu sais. Et là, je pense qu'ils vont dire non, ma tête. L'idée, c'était est-ce qu'on peut valoriser cette plante-là? Ben, valoriser dans le sens pas nous autres, mais les communautés, puis donner une économie locale. Parce que ça, là, quand même, tu coupes ça, là, c'est pas grave. Il y en a là, c'est envahissant. Il y en a partout. Puis en 3 ans, là, il y a des places là, qu'on allait, puis c'était rien, puis là, c'était un bosquet de Pétula glandulosa. Les vélos scandinaves, là, ils utilisent ça dans les saunas, là, ils se fouettent avec ça. OK, c'est une utilisation médicinale. Ben, ça semblerait que.
il prend des branches de bouleau glanduleux ou d'autres bouleaux du même genre, puis il se fouette avec ça dans le sauna. Puis il semblerait que les glandes, là, évidemment, ils éclatent. Là, ça va Ça libère, ça libère. Puis ça a un effet pour la peau. Là, puis, je sais pas quoi, là. Fait que, Moi aussi, il y a sûrement des études qui ont été faites là-dessus, là-bas, ça serait intéressant pour pratiquer ton finnois. Non, mais je prends en note cette utilisation hors du commun. Non, hey, non, mais on pourrait vendre ça là, à Club Piscine. Avec le sort du spa, là, tu te fouettes avec Betula dans le spa, là. Non, mais j'avais jamais entendu ça. Mais y a-tu vraiment un fondement scientifique? Mais ils font tout, là. Ouais, Puis puis c'est c'est vraiment plus bon là. pour la santé, là. Ils jurent. Mhm. Ils jurent. Tiens, ils ont d'autres en plus, puis ils les utilisent pas. Non, C'est c'est tout le ça, temps c'est du juste long. celui-là. Ouais, vas-y. Je vous ai vraiment cocasse. Je vais regarder ça. Il me semble d'avoir présenté une conférence en commençant How to get sweaty. Je sais pas, je vais trouver quelque chose de fit avec ça. Mais c'est ça. On a essayé de trouver dans les extractibles volatiles, il y a plein de choses, mais pas rien qui nous disait que c'était bon pour la santé de notre foyer. Et on va quand même regarder. J'ai jamais entendu ça, là, mais franchement, là, je me vois déjà écrire une demande de subvention au CRSNQ. Utiliser pour se fouetter dans le sauna. Ça n'a pas de bon sens, mais en fait, ça. Mais il y a pas quelque chose, c'est juste pas. Il se fouette avec ça. Oui, quand tu rentres dans le sauna, puis il tient sa branche, puis il dit turn around. Je pourrais pas penser. Franchement, j'ai jamais entendu une utilisation de même, mais c'est vraiment quelque chose à investiguer. Dans 2 ans, invitez-moi, je vais vous raconter l'histoire de Bétula dans tout ça. On pourra faire une expérience même vivante pour essayer ça, voir si ça marche. Mais merci. Fait qu'on a essayé d'emmener ça dans du lot. Il y en a d'autres qu'on a regardé aussi, mais il y en a qui ont été très étudiés, des ricouriers, des longs. Les bryophytes. Oh, tu regardes dans les Ben, on en a, et on a, pour ton bénéfice, attends une minute, il faut juste que je trouve le nom de ce bryophyte-là. La génisosome, c'est quoi non? Racométrium, Racométrium, le génisosome. Merci, donc, tout le monde a ça. Ça, il fait aider, ça. Mais on a trouvé, je ne sais pas si c'est une utilisation de racométrium, de génisosome, il n'y a presque rien qui est connu, puis il y en avait, on a récolté, on a testé. Mais en ce moment, notre gros filon, on travaille sur des champignons. Il y a énormément de champignons, vous ne savez pas. Ces champignons-là, on a trouvé une espèce de champignon qui est inédite au Québec, qui n'avait jamais été rapporté au Québec. Puis, on a trouvé un champignon qui est un lactaire bien connu, mais qui fait des molécules inédites. L'exemple de ce qui est connu des lactaires. Pourquoi? Parce que les champignons, ben, c'est un peu un absorbotrophe qui utilise tout ce qui est dans le sol, puis dans le sol du Nunavik, c'est pas pareil que dans le sol. On espère un jour qu'on va avoir un champignon qu'on va valoriser ou trouver des molécules inédites qui vont peut-être guérir quelque chose comme ça. C'est super intéressant. Oui. Ben, c'est sûr que pour le bryophyte et le lichen, c'est super sympa. Ça va dépendre juste comme la quantité, justement, pour récolter, pour produire un. Ouais, on en récolte. En même temps, ça, c'est juste pour découvrir la molécule. Exact, c'est ça. Voilà. On en récolte. Mais là que tu es déjà en Abitibi, tu pourrais pas prendre une pelletée de l'herbe, de chenilles et puis évaluer. Puis en plus, on va souhaiter à la branche, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. C'est vraiment bien, ce serait le point positif au chenille. Oui, non, mais il y a beaucoup de monde qui ont étudié l'impact de la livraie là, sur les feuilles. Il y a une fille à Concordia qui travaille là-dessus, elle est vraiment bonne. C'est vraiment le fun. Mais il y a jamais personne qui allait voir quelles sont les substances naturelles en réponse à ce stress-là. Puis là, vous en manquez pas, je non, mais. Ça t'a d'aller avec les feuilles. Tu l'avais. Ouais, c'est d'essayer un général. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé parce que si on peut trouver
des composés qui vont nous aider à protéger les arbres comme ça de façon naturelle, ça serait fun. Puis ça pourrait remplacer le Roundup, peut-être. Imaginez-vous si on pourrait remplacer le Roundup par la chiffre. J'ai pas de questions, mais merci tout le monde, ça me fait vraiment plaisir. Et merci à Julia pour la technique. Ah, c'est ça, c'est que là, j'ai oublié de faire la promo pour demain pour Maxime Thomas. Il m'a donné des points. Et tout le monde demain voit la présentation, la soutenance de thèse de Maxime Thomas. 9h. Ah non, mais c'est vrai qu'il y en a une autre, non, mais il y en a une, ça marche. Ça me fait plaisir, mon cher. J'ai survécu plusieurs fois à la maladie. J'ai même plus souffert. Non, mais quand on va en parler, là.